bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, épisode 49, aujourd'hui avec le Q&A. Des questions un peu cool aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super, J'ai pris quelques jours. J'ai pas vraiment pris quelques jours parce que j'ai travaillé plus ou moins tous les jours, mais j'étais en vadrouille. Je suis allée au spa, je suis allée à Wiesbaden, je suis allée voir Garbage en concert et c'était trop cool. Ça m'a fait beaucoup de bien de changer un peu d'air, de quitter Francfort pendant juste quelques jours. Et voilà, je me sens reboostée et je me sens aussi complètement, comment dire, déconnectée de quel jour de la semaine on est. Voilà, j'ai un peu de mal. Et j'ai plein de trucs à rattraper aussi, parce que même si j'ai travaillé tous les jours, j'ai pas travaillé autant que d'habitude, évidemment. Donc voilà, c'est tout. Je raconte ma vie, mais pourquoi pas. Je vous raconte la première question. Let's go. Il y a Tesla qui vient me voir, c'est cool. Ok, première question. Je suis un peu tout en foufelle aujourd'hui. Première question. Des conseils pour bien dormir quand il fait chaud et lourd. As-tu des exercices de respiration qui fonctionnent mieux dans ces périodes-là? Alors c'est marrant parce que effectivement la semaine dernière il faisait très chaud et très lourd et puis là maintenant il fait 12 degrés et ça va mieux. Donc j'imagine que tu as moins de mal à dormir aujourd'hui. Mais c'était pas le cas quand tu m'as envoyé la question, clairement. Mais honnêtement, non, pas vraiment, en fait. Achète un ventilo, c'est mon meilleur conseil, très, très terre à terre. Mais il y a une technique de pranayama, il y a une technique un exercice de respiration qui s'appelle Sitali, Sitali, où en fait, et tout le monde ne sait pas le faire d'ailleurs, on courbe les côtés de la langue, vous savez, on la roule la langue pour faire comme un rouleau, comme une paille. Et on inspire par la bouche, ce qui au passage est super rare. Il y a très peu très très peu, je crois que c'est même la seule que je connais, de techniques de respiration où on inspire par la bouche parce que c'est pas l'idéal du tout pour notre santé en fait. On est censé plutôt inspirer par le nez pour pouvoir humidifier l'air et le réchauffer pour qu'il vienne dans les poumons. Donc c'est très rare, une technique de respiration où on inspire par la bouche et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'aime pas trop celle-ci. Mais c'est censé, donc le fait d'inspirer l'air par la bouche et par, cette langue en forme de paille un peu, être rafraîchissant et humidifier un peu l'air aussi, vu qu'elle passe par-dessus la langue. Mais perso, j'ai jamais trouvé ça super efficace, super convaincant. J'avais essayé de la faire, je me souviens quand j'étais en Inde et qu'on faisait du yoga, il faisait 38 degrés, c'était l'enfer. J'avais essayé cette technique et j'ai jamais trouvé ça formidable. Et puis, je trouve que même ça assèche la bouche du coup, et ce qui ça nous donne encore plus soif. Et enfin bref, je suis pas fan de cette technique, mais tu peux l'essayer. Peut-être que ça t'aidera, peut-être que tu trouveras ça mieux que moi. Hem, Après, pour moi, ce qui fonctionne surtout, en fait, c'est quand il fait trop chaud, je me sens davantage irritable, davantage stressée, frustrée surtout quand on essaye de dormir, qu'on est crevé et qu'on n'arrive pas parce qu'il fait trop chaud. Donc perso, je pars plutôt sur une technique de relaxation classique, en fait, avec une expiration plus lente et plus longue et plus calme, pour me détendre, même s'il fait chaud et lourd. Au moins comment dire? J'ai moins ce sentiment, voilà, de stress et de frustration et de suractivation, heu, en utilisant une technique de relaxation comme ça. Pour moi, ça marche mieux qu'une technique comme le Sitali ou qui est censé rafraîchir et je trouve pas ça super efficace. Mais encore une fois, faut essayer. De toute façon, on a tous des réactions et des expériences un peu différentes de tout ça, donc faut essayer et voir ce qui fonctionne pour soi. Question suivante. Pourquoi le piriforme est-il si douloureux quand on travaille assis?
Alors le piriforme, c'est, pour si vous ne savez pas où il se trouve, c'est un muscle qui se trouve dans la fesse, dans les fesses, juste sous le grand fessier. Hem, voilà, c'est un muscle sur lequel on s'assoit. Et du coup, bah, comme il reste dans cette position étirée, avec notre poids dessus, il est pas hyper content quand on reste assis trop longtemps. Les muscles en général aiment pas trop l'inaction. Ils ont besoin de mouvement pour s'hydrater, pour fonctionner, bien. Donc voilà, motion is lotion. C'est toujours une très bonne idée de bouger régulièrement et de bouger dans plein de sens différents. Et c'est pour ça que le yoga est si top pour qu'on se sente bien dans sa peau, et bien dans ses muscles. C'est parce que avec une pratique régulière du yoga, on bouge vraiment dans plein de sens différents, on stimule les muscles de plein de façons différentes. En plus de ça, dans le cas du piriforme, il y a le nerf sciatique qui passe juste derrière ce muscle, ce qui fait que quand la tension s'accumule dans le piriforme, dans le muscle, ça peut faire pression sur le nerf sciatique et donc ça cause une douleur, la bien, famous, la célèbre douleur sciatique qui, irradie le long de la jambe et comme c'est une douleur nerveuse, c'est une douleur aiguë et électrique, à la différence de douleurs, musculaires ou articulaires qui sont souvent plus sourdes, pas forcément beaucoup plus plaisantes, mais il y a pas ce sentiment qu'on est en train de nous poignarder ou de nous donner un choc électrique dans la fesse ou le long de la jambe ou même dans le dos. Donc voilà, c'est une douleur qui nous fait réagir, on va dire, vraiment très rapidement. Donc comme toujours, on veut penser à souvent se lever, à marcher, à faire travailler ce muscle aussi bien en renforcement musculaire qu'en mobilité et souplesse pour, s'assurer qu'il soit heureux et qu'il se mette pas à râler comme, il le fait, souvent quand on passe un peu trop de temps assis. Question suivante, une question pas piquée des hannetons. Comment faire quand on prend tellement les choses à cœur et que la bêtise, l'inefficacité et l'injustice vous agacent terriblement et qu'à un moment vous n'arrivez plus à cacher à quelqu'un que vous le trouvez bête et incompétent et qu'il vous faut un stress de malade à cause de sa bêtise et de son incompétence? Alors, on commence par souffler un bon coup. C'est une première chose, je pense qui s'impose ici, là. On souffle un bon coup. Donc je suppute qu'il y avait que quelque chose s'est passé juste avant que tu me poses cette question. Hem, En gros, comment j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire par rapport à ça. La première chose, c'est qu'on peut pas contrôler les actions des autres. On peut pas contrôler l'incompétence des autres. On peut pas les rendre, soudainement compétents. On peut pas les rendre soudainement organisés. On peut pas les rendre soudainement, empathiques, ce genre de choses. On peut pas changer les autres et ça, c'est quelque chose qu'on sait rationnellement, mais qu'on a du mal à appliquer dans la vie de tous les jours. On se ment, je pense, très souvent en se disant: «Non, mais si je lui explique, si je fais les choses différemment, si je voilà, il y a quelque je peux avoir un impact». Non, on peut pas avoir un impact ou très, très peu, très, très peu. Il faut que la personne soit vraiment réceptive, il faut qu'elle soit prête à changer, il faut enfin, il y a vraiment trop de variables qui font que, c'est vain d'espérer contrôler les actions des autres. Ce qu'on peut contrôler, c'est la façon dont on reçoit ces actions, comment on y réagit, comment on décide de les accueillir. Hem, Quand c'est pas possible d'éviter de se confronter à ce genre d'action, ce genre d'injustice, d'inefficacité, de tout ce qu'on veut, parce que ce sont nos collègues de boulot ou parce que c'est quelqu'un de notre famille, il faut se poser la question de: «Est-ce que ça vaut bien la peine que je mette en péril mon bien-être, ma santé mentale à cause de cette personne, à cause de ces gens? Est-ce que ça vaut bien la peine?» La réponse est sans doute non. J'imagine que en tout cas, si tu y réfléchis 2 secondes, la réponse est non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va
déjà tâcher de prendre de la distance par rapport à ces comportements, ce qui est pas facile. Attention, je dis pas que c'est facile, je dis pas facile, c'est pas facile. Mais, on veut commencer par se avoir ce moment, en fait, où quand on sent qu'on part en vrille, heu, prendre juste ce moment de pause et de se rappeler que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de prendre ça personnellement. C'est pas quelque chose qui m'est dirigé à moi personnellement, c'est juste la façon dont cette personne interagit avec son monde, avec voilà. C'est c'est pas quelque chose de personnel et ça ne vaut pas la peine de mettre en péril mon bien-être, ma santé mentale à cause de ce connard, à cause de cette personne qui fait pas bien son boulot, pour X ou Y raison. Donc je sais que c'est pas facile, mais ça va être un premier pas quand même et une possibilité d'intervention à ce niveau-là. Et je sais que je vais rencontrer de la résistance en disant ça, en proposant cette prochaine idée, que vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas possible parce que», mais on peut aussi se demander s'il y aurait pas des limites qu'on peut poser. Se demander quelle est notre marge de manœuvre à ce niveau-là. Si par exemple, on a un boss qui est très, très mal organisé, qui nous demande des trucs à faire sans nous expliquer la marche à suivre ou sans nous donner les moyens de bien faire notre travail, son incompétence ne doit pas devenir notre responsabilité. Et je sais que dans le milieu de l'entreprise, c'est pas aussi simple que ça. Je le sais, je le sais. Mais est-ce qu'il y a pas un peu de marge de manœuvre quand même à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible que son manque d'organisation ne devienne pas notre urgence? Est-ce qu'on peut, le dire autant de fois que nécessaire, heu: «Tu ne me donnes pas les moyens de faire mon travail» ou je voilà, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas faire un travail aussi, qualitatif que je le voudrais parce que je n'en ai pas les moyens, parce que mon boss ne me donne pas les moyens. Est-ce que c'est possible de voilà, de poser des limites avec ses collègues, avec ses boss, avec sa famille, si c'est dans le cas de relations plus personnelles? Mais l'idée de se dire qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a en privilégiant toujours notre santé mentale parce que et je suis désolée, mais notre santé mentale passe au-dessus de tout le reste, au-dessus de n'importe quel boulot. Surtout si vous n'avez pas un boulot qui est un boulot, passion, un boulot qui vous transporte. Heu, la santé mentale passe avant le boulot toujours, 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 toujours. Hem, dans un de mes boulots précédents, je vais pas dire lequel, on me demandait, d'en faire toujours plus en coupant toujours plus les budgets. Bah, au bout d'un moment, ça ne passait plus. Il fallait que mes chefs acceptent soit, un travail de moindre qualité, soit un travail plus lent et et je je pense que enfin, il est possible de simplement déjà verbaliser ça, en fait. On a qu'une quantité d'énergie limitée, de toute façon. Est-ce qu'on veut vraiment l'utiliser entièrement sur une personne ou sur un boulot qui est même pas notre passion absolue? Et même s'il est notre passion absolue, il devrait certainement pas, utiliser toute notre énergie, et voilà. Et parce que sinon c'est une voie directe vers le burn-out et vers une destruction méthodique de notre santé mentale et est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Je ne pense pas, je pense pas. Hem, donc une piste de réflexion à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas une marge de manœuvre? Est-ce qu'il n'y a pas des limites qu'on peut poser avec soi-même et avec, nos collègues, avec nos chefs, avec voilà. Est-ce qu'on peut verbaliser, dire: «Moi ça ne me convient pas, cette situation-là ne me convient pas». Est-ce qu'on peut trouver des choses, des façons différentes de fonctionner? Parfois c'est non, hein, parfois c'est non, on se retrouve face à un mur, mais est-ce qu'on a tout fait avant de avant de décréter que, ça ne peut pas changer et que, voilà. Est-ce qu'il y a pas quand même encore une marge de manœuvre? Ensuite, une autre idée qui me vient en tête, c'est on peut aussi aller puiser de la compassion pour ces personnes. Hem, personnellement, ça m'aide. Ça m'aide parfois quand quelqu'un m'insupporte ou agit de façon hyper impolie ou peu professionnelle ou injuste. Ça m'est arrivé assez récemment dans ma recherche d'appart où,
quelqu'un qui s'occupe de gérer les dossiers de candidature, a agi envers moi de façon très, très peu professionnelle et peu humaine, en fait, tout simplement. Et ça m'a extrêmement blessée sur le moment. Et puis pour essayer de sortir de cet état de blessure, je me suis dit que, bah, pour agir comme ça, cette personne n'a pas dû avoir une vie très joyeuse, que personne de bien dans sa peau n'agirait comme ça, en fait. Et c'est ce que j'essaye de me dire. Parfois pour calmer mon animosité par rapport à cette personne qui, de toute façon, elle s'en fout, elle continue sa vie, voilà, cette animosité n'empoisonne que moi, en fait. Et du coup, j'essaye de m'en décharger, avec la compassion. Et puis ça me donne aussi beaucoup de gratitude envers ma vie et ma situation personnelle, de me dire: «Bah, moi j'agirai jamais comme ça, c'est sans doute parce que, bah, moi je suis bien dans ma peau, moi je suis heureuse dans ma vie, je fais un travail que j'aime, j'ai des gens que j'aime autour de moi» et ça me viendrait pas à l'idée de parler comme ça à quelqu'un. C'est que j'ai beaucoup plus de chance que cette personne et du coup voilà, ça me fait ressentir plus de compassion envers cette personne et j'arrête, moi, de m'empoisonner avec mon animosité, mon hostilité. Et un dernier point sur lequel j'aimerais aborder, c'est que si la situation est inévitable et si c'est encore compliqué de ne pas prendre les choses terriblement à cœur et même si c'est pas le cas d'ailleurs, il devient super important d'avoir des moments de décompression en dehors du travail. Des choses qui nous enrichissent, des choses qui nous font du bien, une personne à qui on peut parler et tout de suite, notre fardeau semble un peu plus léger. Un hobby qui nous régénère, qui nous nourrit, qui nous qui nous uplift. Des animaux à papouiller qui nous font baisser aussi notre taux de cortisol, un un sport qui nous aide à nous défouler ou bien à nous calmer, un sommeil aussi équilibré de possible. Donc vraiment essayer de voir, OK, si dans mon boulot en ce moment c'est hyper compliqué, j'ai clairement tout intérêt à faire en sorte que le reste tienne la route. Comment est-ce que je peux faire ça? Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette question qui est une super question parce que je pense qu'on est beaucoup à sentir parfois qu'on pète des câbles, surtout si on travaille en entreprise, tout ça. Moi, je sais que ça m'arrivait régulièrement et que voilà, j'ai beaucoup de gratitude d'être maintenant dans Yoga with Clam, avec Yoga with Clam et des collègues du coup qui sont un peu plus faciles à vivre au quotidien vu qu'il ne s'agit que de moi. Mais voilà, je sais que c'est pas facile et je pense que beaucoup de personnes, relate j'ai du mal à parler français aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais que beaucoup de personnes se retrouveront, voilà, dans cette question et dans cette, situation. Dernière question, encore une fois pas piqué des hannetons, vous m'avez gâtée cette semaine. Est-ce que si tout le monde suivait les principes du yoga, il n'y aurait pas de fachos au second tour des élections? Ah! J'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que oui parce que la base du yoga est l'idée qu'on ne fait tous qu'un. Le mot yoga, renvoie à cette idée d'union, du fait que nous sommes tous liés, connectés les uns aux autres. Hem, les fachos, c'est exactement l'inverse, c'est la division. C'est vraiment l'idée de voilà, de diviser. C'est nous contre eux, voilà, c'est les gentils contre les méchants et nous, on est les gentils et les méchants, ils font rien que nous embêter et c'est aussi l'idée avec l'extrême droite, de créer la peur du manque, le scarcity mindset, l'idée selon laquelle si mon voisin a quelque chose, ça veut dire que ça en fait moins pour moi. Et du coup, ça amène à tous ces sentiments d'hostilité qu'on retrouve dans l'électorat d'extrême droite. Alors que le yoga, nous invite à être satisfait de ce qu'on a avec le niyama santosha, à la bienveillance, encore une fois, à la compassion, au fait voilà, de partager et d'être, de ne faire voilà, de considérer que tout le monde est notre égal et d'avoir une bienveillance inconditionnelle envers, les gens qui nous entourent. Donc c'est complètement à l'opposé des idées de l'extrême droite. Après,
ce genre de concept de bienveillance, de compassion et tout ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi normalement dans la religion chrétienne, à laquelle une grande partie de cet électorat dit appartenir. Et pourtant, ça les empêche pas d'être de droite et de trahir allègrement ces concepts, en votant, pour, des gens comme ça. Donc on peut se demander si faire du yoga, ça y changerait vraiment quelque chose. Voilà, je pense qu'il y a un souci certainement un peu plus profond, un peu plus, systémique, un peu plus tout ce qu'on veut. Voilà, qui fait que le yoga ne les sauvera certainement pas. Mais voilà, je pense que c'est triste ce qui se passe, c'est très, très triste, c'est très, très effrayant, et puis on verra bien ce que ça donne, dimanche et heu et à l'avenir. Voilà. Je vais essayer de finir sur une je voulais ouais, finir sur une note un peu plus positive, mais voilà, allez voter en tout cas si ce n'est pas déjà fait. Moi, c'est déjà fait. Comme je suis française de l'étranger, j'ai pu voter en ligne, ce qui est, merveilleux et que j'espère vraiment que ça se généralisera bientôt. Donc allez voter pour notre avenir, pour nos enfants, enfin pour vos enfants, pas pour les miens. Hem voilà, allez voter et bonne chance à tous. Bon week-end à vous, et à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à m'envoyer vos commentaires, à venir discuter avec moi tout simplement. Je suis toujours ravie, de discuter avec vous également. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.